Des intervenants. Merci. Très bien. Donc, bonjour pour cette nouvelle séance qui porte sur les supports numériques. Donc, de ce côté à Paris, nous avons deux intervenantes. Valérie Jeanne Perrier, qui parlera tout à l'heure, je la présenterai tout à l'heure, et Ariane Mayer, qui va parler maintenant. Ariane Mayer est doctorante à l'Institut de recherche et d'innovation, l'IRI, et elle travaille sur une thèse portant sur les enjeux philosophiques de la lecture et de l'écriture numérique. Vous êtes aussi agrégé de philosophie. Je ne sais pas si on se dit vous ou tu. Tu, ça va. On va se dire tu, c'est plus convivial. Si vous, peut-être tu veux te présenter un peu plus. Ma thèse, je la présente après. Donc je commence du coup. Ouais, ok. Je vais essayer de présenter quelques idées de mon travail de thèse en me concentrant surtout sur la question du rapport entre le support numérique et la littérature contributive. D'abord, pour définir rapidement les termes, support numérique est entendu ici comme une technologie intellectuelle qui, appliquée au monde du texte, exerce une influence autant sur la forme de l'expression que sur le contenu du message. Je me concentrerai en particulier sur les plateformes de texte électronique permettant une intervention du lecteur par le biais de l'annotation. La littérature est ici entendue au sens large, ce sont toutes les œuvres écrites qui relèvent du domaine de la lettre et non au sens restreint d'œuvres d'art littéraire. Et je me pencherai ici surtout sur la littérature de type académique, soit l'expression lettrée d'un processus de recherche. En ce qui concerne le contributif, enfin, c'est un mot qui est particulièrement associé au monde de l'économie à travers le modèle d'économie contributive. Ce modèle sur lequel travaillent l'IRI et Ars Industrialis a pour but de tirer parti des apports offerts par les nouvelles technologies numériques pour redéfinir les rapports humains et proposer une alternative réaliste au système consumériste. Donc, pour en rappeler les principaux traits, il s'agit de mettre fin à la dualité rigide qui sépare le producteur du consommateur, de lui substituer une structure démocratique fondée sur la motivation, où chacun peut contribuer librement, et de redéfinir la valeur elle-même pour l'indexer sur la qualité interne de l'objet produit et non sa valeur marchande. La question que je vais me poser dans ma thèse, c'est de donner un sens à cette expression, celle de littérature contributive. En effet, si l'adjectif contributif peut commencer à s'appliquer à l'économie, en particulier numérique, ou à des expériences sociales, elle n'est pas intuitivement reliée au domaine de l'expression lettrée. Il s'agit donc en fait de vérifier la légitimité de cette expression. Dans quelle mesure peut-on parler de littérature contributive dans la région spécifique du savoir ? Les caractéristiques de ce modèle peuvent-elles et sont-elles en train de s'appliquer à l'écriture académique ? Et puisqu'il s'agit d'une question contemporaine, fruit d'une rupture historique qui a été engendrée par une rupture technologique, quel est le rôle du support numérique dans l'émergence de cette littérature contributive ? Je peux juste vous couper. Est-ce que vous pouvez expliquer littérature contributive en quelques mots, ce que vous entendez par là ? Je l'explique en fait dans la suite. Vous voulez pas le faire maintenant ? C'est vraiment tout l'objet, c'est-à-dire c'est l'expression lettrée d'un processus de recherche, donc une recherche scientifique, sciences humaines ou sciences de la nature, qui passe par l'écriture et sur un modèle de contribution où donc chacun peut apporter son propre apport à la recherche. Je ne sais pas si c'est plus clair. Si, oui. Ok. Donc, je vais essayer de répondre à ces questions en 3 parties, qui sont un plan très provisoire. Un premier temps de philosophie de la technique, qui tentera de penser le lien entre une nouvelle technologie et son impact sur les activités humaines. Un deuxième temps d'épistémologie, qui donnera quelques pistes sur le rôle de la contribution dans le processus de recherche scientifique, en particulier numérique. Et un troisième temps d'ontologie, qui essaiera de définir les catégories d'annotation académique telles qu'elles puissent s'exprimer à travers la linguistique et le langage écrit. Première partie, plutôt philosophie de la technique. On peut remarquer d'abord qu'il existe un lien circulaire et indéfectible entre la technique et la culture humaine. En effet, on pourrait penser au premier abord que la culture humaine émane du seul royaume intérieur et invisible de la pensée, qu'elle est tout à fait indépendante du support matériel de sa communication. Une pensée ou une œuvre alors se conçoit puis s'exprime sans que l'expression interfère avec la conception. Or, il apparaît en réalité que ce schéma est erroné et que le contenu même de la pensée
ne peut être séparé de sa procédure d'actualisation. La pensée façonne un outil et l'outil façonne la pensée. Cette idée, qui peut sembler très théorique sous cette forme et dont l'étude prend le nom d'organologie, a été vérifiée de manière plus pratique par l'anthropologue Jack Goody. Dans son ouvrage « La raison graphique », en effet, il met l'accent sur le rôle de ce qu'il nomme les technologies intellectuelles dans la détermination des différences entre les cultures. L'un des constats les plus étonnants et les plus habituels qui se posent à tout anthropologue, c'est en effet les écarts entre les différentes sociétés humaines, leur manière de penser, d'échanger, de produire des œuvres d'art. Donc Jack Goody récuse à la fois les théories évolutionnistes et structuralistes pour proposer un nouveau modèle explicatif permettant de penser ces écarts. Son modèle s'appuie sur une causalité qui est d'ordre technologique pour rendre compte de l'hétérogénéité des sociétés, de leurs pensées, de leurs arts et de leurs sciences. Il faut, selon lui, regarder les outils techniques qui président à leur expression. En particulier, une dichotomie technique essentielle pour lui est la présence ou non d'écriture alphabétique, qui est la source de nombreuses spécificités culturelles. Et cette technologie de l'écriture elle-même produit des sous-technologies qui, à leur tour, façonnent notre manière de penser. Par exemple, Jack Goody cite l'exemple de la liste et du tableau à double entrée qui incite l'intelligence humaine à utiliser des dichotomies et des oppositions conceptuelles. Pour récapituler, on peut donc dire qu'il y a un lien entre la technologie et le contenu culturel, dans la mesure où on conçoit, comme Jack Goody, la culture comme une série d'actes de communication et non comme une œuvre purement intérieure dont l'extériorisation ne serait qu'accessoire. Aussi que ce lien est circulaire, car c'est la pensée qui produit une technologie telle que par exemple le tableau à double entrée, qui exerce ensuite une influence causale sur la pensée, et que ce lien est indéfectible, car il appartient à l'essence même de la production intellectuelle d'être tributaire de son expression technique qui ne pourrait pas exister sans elle. On remarque aussi que ce lien se vérifie particulièrement en ce qui concerne la lecture et l'écriture. On vient de voir en effet qu'une pratique culturelle est indissociable de sa technique de mise en œuvre, ce qui légitime le rapprochement entre support numérique et littérature contributive. Il me reste à mentionner rapidement une deuxième vérification de cette indissociabilité. Si Jack Goody l'avait vérifié à travers l'anthropologie, Marianne Wolf la vérifie avec la neurologie. En se focalisant sur l'activité de lecture, elle montre au niveau de l'évolution biologique du cerveau ce que Jack Goody montrait au niveau de la disparité ethnologique. Le cerveau, de manière innée, n'est pas fait pour lire, selon elle. Il l'a appris et il se l'est appris lui-même, et ce précisément grâce aux technologies qu'il a mises en place pour la lecture. La lecture n'a donc rien de naturel et c'est la marque irréfutable de la culture. Le cerveau biologique, au départ, n'est pas outillé pour lire, et ce que Wolf appelle le reading brain, ou cerveau lettré, est une construction progressive qui, dans l'histoire des sociétés, comme dans l'histoire de chaque individu, s'apparente à un processus de grammatisation, selon le terme de Sylvain Auroux. Marianne Wolf étudie ainsi une interférence entre la neurologie et l'histoire, à travers la manière dont l'histoire de la pensée reconfigure le neurologique, afin de lui donner les organes autrefois absents de la lecture. Or, il semble aujourd'hui que les nouvelles technologies favorisent l'émergence d'un modèle culturel contributif. L'idée, en effet, de l'organologie, de l'instrumentation technique de la pensée, est maintenant vérifiée au niveau anthropologique comme au niveau neurologique. Il est alors fondé de dire qu'un nouveau support peut façonner un nouveau modèle culturel. Et c'est en effet ce que l'on voit à présent dans nombre d'activités humaines liées au numérique. Si le principe d'organisation des échanges économiques peut être considéré comme un phénomène culturel, on voit en effet que le développement des technologies numériques présente un réel impact sur le fonctionnement de l'économie. En particulier, on peut se référer aux CAPS, les Collective Awareness Platforms for Sustainability and Social Innovations, lancés par la Commission européenne. Ce type d'expérience veut promouvoir l'éclosion sur le web de plateformes collaboratives engageant les citoyens et les communautés dans des innovations sociales reposant sur des prises de décision collectives selon une structure d'innovation bottom-up
avec des implications éducatives et éthiques. Dans cet ordre d'idées, on remarque que nombre de startups ont tiré parti du web pour créer des systèmes contributifs à travers leurs objets comme leurs méthodes, qu'il s'agisse par exemple de sites d'activisme en ligne ou de services fondés sur la gratuité, la location ou le troc. La philosophie inhérente à l'Internet permet de développer un système productif affranchi du modèle propriétaire, centralisé et consumériste. On voit donc que le support numérique favorise l'émergence d'une économie contributive. Cet impact d'un nouveau support sur l'organisation des activités humaines étant démontré, il reste maintenant à en délimiter l'extension. Si le numérique ouvre à l'économie un modèle contributif, en est-il en fait de même pour la littérature académique et le processus de recherche? C'est ce qu'on va essayer de voir dans une deuxième partie d'épistémologie, où il faudrait d'abord s'intéresser aux fondements philosophiques de la contribution dans la recherche scientifique. L'idée d'un modèle contributif dans les sciences, basé sur la motivation, la collaboration des participants, la création collaborative de valeur, n'est pas nouvelle. Elle est bien antérieure à l'apparition du numérique. Et celui-ci en facilite la réalisation, mais la légitimité philosophique de la structure contributive des sciences et sa nécessité pratique ont déjà été soulignées dans les siècles passés. Je cite par exemple un extrait du discours de la méthode de Descartes dans sa 6e et dernière partie au sujet de la recherche dans les sciences de la nature. Descartes commence par énumérer ce qui, selon lui, devrait faire l'objet des recherches physiques et médicales futures. Puis, il écrit la précision suivante, je cite, « Or, ayant dessein d'employer toute ma vie à la recherche d'une science si nécessaire, et ayant rencontré un chemin qui me semble tel qu'on doit infailliblement la trouver, en le suivant, si ce n'est qu'on en soit empêché ou par la brièveté de la vie ou par le défaut des expériences, je jugeais qu'il n'y avait point de meilleur remède contre ces deux empêchements que de communiquer fidèlement au public le peu que j'en aurais trouvé et de convier les bons esprits à tâcher de passer plus outre en contribuant, chacun selon son inclination et son pouvoir, aux expériences qu'il faudrait faire et communiquant ainsi au public toutes les choses qu'ils apprendraient, afin que les derniers commençant où les précédents auraient achevé, et ainsi, joignant les vies et les travaux de plusieurs, nous allassions beaucoup plus loin que chacun en particulier ne saurait faire. » On voit avec ce texte que la publicité du savoir n'est pas un acte de communication extérieur et postérieur au savoir, mais que c'est la condition même de progression du savoir. Le savoir ne peut évoluer que s'il est public, au double sens de publier, donc objet d'une édition écrite stable selon des codes reconnus par une communauté scientifique, et de choses publiques, connues des autres, modifiables par les autres, espace de discussion et de collaboration. En supprimant la dichotomie entre un savant isolé et un public passif au profit d'une participation de chacun à l'effort scientifique, Descartes posait ainsi les bases épistémologiques d'une recherche contributive. La philosophie et l'épistémologie se sont également penchées, en plus de sa légitimité, sur les modalités d'un paradigme scientifique contributif. En effet, il ne suffit pas que chacun apporte ses compétences et sa volonté, il faut encore que l'ensemble des chercheurs impliqués sur un même projet parlent le même langage. C'est toute la question que se pose Husserl dans L'origine de la géométrie de 1936. Ce qui fait l'un des fondements de la géométrie, c'est en effet la potentielle réactivation de l'évidence originaire intrasubjective, car plus clairement, dans toute découverte dans le champ de la géométrie part bien d'une intuition individuelle, qui est pour Husserl à la fois la condition et le danger de la géométrie. Sa condition parce que la géométrie n'est pas seulement déductive, elle dérive aussi d'axiomes fondés sur l'évidence, et c'est aussi son danger parce que si tout ne repose que sur l'évidence individuelle, on est piégé dans un jeu de subjectivité qui sont incapables de se communiquer ou de s'universaliser. Pour remédier à cette menace et permettre d'universaliser les évidences au départ personnelles, il faudrait, selon Husserl, mettre en place un langage transindividuel, un index commun qui permet le passage de l'origine subjective des sciences à leurs produits objectifs. Ce langage désigne deux réalités pour Husserl,
C'est d'une part la langue de l'inférence logique, partagée par l'ensemble de la communauté des savants, et d'autre part l'expression alphabétique écrite du langage, condition d'une rétention des évidences originaires sur le long terme. Il s'agit donc de mettre en place des technologies de la transmission afin de fonder la contribution scientifique sur une commune rétention tertiaire. La contribution peut donc être lue comme un pharmacone, c'est-à-dire à la fois une aide extrêmement précieuse apportée au progrès scientifique par le rassemblement des esprits qui permet de surmonter les limites individuelles, et aussi sa principale menace en ce qu'elle risque, sans index commun, de rester dans la seule sphère d'une subjectivité incapable de se communiquer. Pour donner à la communauté scientifique un outil maîtrisant ce danger, Husserl préconise donc l'usage d'un langage transindividuel qui permet à l'ensemble des évidences géométriques d'être réactivées par tous et à toutes les époques. Or, il apparaît que le support numérique permet la mise en place d'une contribution scientifique scellée par un langage transindividuel. On peut en effet considérer deux modèles très différents de coopération scientifique numérique, celui qu'on pourrait appeler la contribution intégrale et celui de la contribution marginale. Le modèle de contribution intégrale, c'est par exemple Wikipédia. Donc ici, tous les chercheurs ou amateurs d'un sujet peuvent librement participer à la rédaction de l'article principal. La technologie qui permet la contribution est alors la mise à jour d'un texte rendu possible par le numérique, qui, contrairement au papier qui exigerait une réimpression, permet la fusion immédiate de chaque modification avec le texte original. Et le deuxième modèle, qui est celui de la contribution marginale, en revanche, ne porte pas sur le corps de l'article, mais sur son appareil critique. Donc on peut prendre l'exemple de la plateforme Textus, qui est un programme open source qui permet une libre collaboration à l'édition scientifique d'un texte classique. Ici, cette fois, l'espace de contribution de chaque chercheur ne se trouve plus dans le cœur du texte, mais dans la zone frontalière de ses marges. Face à une œuvre de Shakespeare, par exemple, chacun peut fournir des commentaires scientifiques sur la vie de l'auteur et son contexte historique, et des métadonnées comme des liens hypertextes ou des bibliographies. Cette fois, donc, la technologie permettant la contribution est le format numérique open source de la plateforme, qui induit une approche scientifique fondée sur le crowdsourcing, et le langage transindividuel sur lequel elle repose et une codification commune de la notation. Dans la contribution marginale, la notation apparaît alors comme l'espace propre à la collaboration scientifique. C'est ce qui explique l'enjeu essentiel que je vais développer dans ma thèse et sur lequel travaille actuellement l'atelier indexation, d'une définition de langage d'annotation et d'une typologie de la notation. En effet, pour qu'une communauté transindividuelle puisse s'établir autour de la notation contributive, il faut trouver dans le monde de la notation un équivalent du langage logique alphabétique que Husserl prescrivait à la géométrie. En géométrie, par exemple, l'unité du langage s'articule autour de certaines lois et d'une typologie commune, les lois de l'inférence et des objets tels que les axiomes, les hypothèses, le raisonnement logique, déductif. Et il s'agirait, en fait, en termes d'annotation, de définir là aussi des types d'objets et de lois qui soient partagés par la communauté académique. En somme, une table des catégories numériques qui fonde la rétention tertiaire de la recherche contributive. Donc, c'est ce que je vais essayer de voir en dernière partie. Essayer de trouver une table des catégories numériques pour la littérature académique numérique. Donc, en ce qui concerne le rôle de la table des catégories dans la formation de la connaissance scientifique, on peut évoquer la philosophie transcendantale de Kant, dont la table des catégories a été l'une des matrices de toute la pensée scientifique moderne. D'abord, une remarque sur le statut de ces catégories. Il faut rappeler que pour Kant, elles sont à la fois une description de l'entendement humain et une prescription du réel, c'est-à-dire que tout objet, toute unité perceptuelle ou conceptuelle n'existe pas spontanément dans le monde, mais est le fruit d'une construction intelligible par laquelle le sujet pensant façonne le réel.
On ne peut donc pas regarder le monde ni opérer de délimitation entre ces objets, autrement que par le prisme de nos catégories de pensée qui toujours filtrent notre regard. Autrement dit, on ne voit jamais le réel en tant que tel, mais toujours un réel déjà informé par les catégories innées de notre entendement. C'est ce que Kant nomme le transcendantal, qui désigne en général les conditions de possibilité de quelque chose, et appliqué à la science, les conditions de possibilité de la connaissance des objets. Donc, la connaissance transcendantale, c'est la structure innée de notre entendement, commune à tous les hommes, telle qu'elle prescrit son organisation au monde sensible et définit l'accès à un savoir portant sur ce monde. Donc là, j'ai mis, on ne voit pas bien, mais la table des catégories kantiennes qui se définit autour de 12 différentes catégories. Donc, pour citer quelques exemples, les catégories d'unité, de pluralité, de totalité, de réalité, de négation, de limitation, etc. Donc, en somme, on peut dire que cet exemple paradigmatique nous permet de mettre en évidence le lien entre la catégorisation et la science. En effet, comme Kant le montre au niveau transcendantal, il ne peut pas y avoir de science sans catégorie, puisque les catégories sont la structure intellectuelle universelle qui précède chaque regard tourné vers le monde. Il y a donc une causalité en deux sens. Nos catégories innées façonnent le réel, et en retour, c'est ce réel façonné, et lui seulement, qu'il nous est possible de connaître de manière scientifique. À partir de là, il faudrait essayer de repenser cette table des catégories à l'aune de l'expression littéraire et numérique. Si on veut définir une table des catégories de la notation numérique, et donc le fondement transcendantal de la recherche contributive, il nous faut se démarquer de Kant de deux manières. D'abord par le fait que le domaine qui nous concerne est littéraire, c'est l'expression lettrée, ce que la critique de la raison pure n'avait pas envisagé en particulier. Cependant, il est aisé d'établir un lien entre les catégories de l'entendement et la linguistique. Ce lien, par exemple, a été souligné dès l'Antiquité par Aristote dans son ouvrage sur les catégories, qui étaient pour lui des modèles d'accusation de l'être, aussi bien présents dans la logique, dans l'ontologie que dans la structure du langage. Chacune des 10 catégories qu'il distingue est ainsi corrélée à un mode d'expression verbale. Par exemple, la substance se traduit par le substantif, le nom, la qualité par l'adjectif, etc. Ces catégories étant ontologiques autant que linguistiques, il est donc légitime de les redéfinir à l'aune du langage particulier qui est le langage numérique. La deuxième spécificité des catégories de la notation par rapport à Kant, c'est l'idée de contribution. En effet, Kant avait fondé l'unité de la catégorisation entre les hommes sur l'hypothèse universaliste d'une structure de l'entendement identique chez tous les êtres humains. Mais du même coup, le transcendantal, c'est-à-dire les conditions d'accès à la science, restait purement individuel, même si cet individuel fonctionnait de la même manière pour tous. Puisqu'il s'agit en revanche, avec l'idée de recherche numérique contributive ou collaborative, de penser la manière dont un savoir s'élabore au sein d'une communauté, il faut moins se concentrer sur l'individuel ou sur l'universel que sur un groupe académique spécifique selon sa discipline, le groupe des géomètres, celui des physiciens, celui des critiques littéraires. Du coup, le transcendantal doit devenir transindividuel. Les catégories qui déterminent l'accès au savoir et le langage qui en découle ne doivent pas s'analyser au sein d'un sujet isolé, mais d'une communauté de sujets dont ces catégories définissent l'unité. L'objectif de ma thèse, donc, sera de réfléchir à une table des catégories transindividuelles telle qu'elle s'applique à la notation numérique. N'en étant qu'au début de ma recherche, je ne sais pas encore à quoi elle pourrait ressembler, mais les travaux de l'IRI peuvent déjà nous fournir des exemples. Notamment, le projet Polemic Tweet donne une première catégorisation simple des annotations vidéo. Donc, les participants à une conférence peuvent annoter un segment du discours par un tweet que chacun peut catégoriser lui-même selon un code de 4 couleurs prédéfinies, selon qu'il s'agisse d'une question, d'une référence, d'un accord ou d'un désaccord. D'autre part, l'atelier indexation est aussi en train de réfléchir
à une catégorisation des annotations littéraires par une recherche empirique. On s'appuie sur un relevé des pratiques d'annotation du groupe indexation pour ensuite en déduire les points de convergence et notamment les différentes fonctions de la notation et une typologie de ces codes graphiques. Enfin, un autre réservoir de données empiriques se trouve dans toutes les archives d'annotation qui ont été accumulées depuis des siècles et qui peut permettre de voir, au-delà du support, codex, imprimerie ou numérique, la récurrence de ces catégories à travers l'histoire. Donc pour conclure, à ce stade de ma recherche, je ne peux pas m'avancer davantage sur les types de catégories d'annotation numérique et je me suis contentée dans cet exposé d'indiquer l'objectif et d'en souligner le fondement. Mais pour résumer, l'idée c'est donc d'élaborer une table des catégories sous deux contraintes, qu'elles soient liées à une expression littéraire et liées à une communauté d'ordre académique. La légitimité technique de cette idée, c'est la relation qui a été montrée par Goody et par Marianne Wolf entre le support technologique et la production culturelle. Un outil nouveau a bien des conséquences sur le contenu intellectuel des sciences, comme sur l'organisation humaine que traduit par exemple l'économie. Et ensuite, la légitimité épistémologique de cette idée, c'est la relation montrée par Descartes et par Husserl entre le progrès scientifique et la nature contributive de la recherche. On a en effet l'espoir que le support numérique, notamment par son espace de libre annotation et contribution, puisse accroître cette économie contributive du savoir. Mais puisque la condition de possibilité de cette science collaborative réside dans un langage commun, similaire à la logique qui gouverne la communauté des géomètres, il faudrait décrire ce langage et définir des catégories littéraires qui correspondent aux catégories de l'entendement du chercheur. Autrement dit, il faudrait reconsidérer la table des catégories kantiennes, ce fondement transcendantal de la science, à l'aune de la raison numérique et de sa constitution transindividuelle. Ce qu'on peut dire en attendant, c'est que l'expression de littérature contributive a bien un sens, c'est la participation de tous à la création du savoir à travers l'annotation. De même qu'avec l'économie contributive, le modèle consumériste s'efface au profit d'une collaboration. De même, la littérature contributive permet à tous de participer à la constitution de la connaissance dans les marges de la connaissance. La marge où se déploie la notation est donc à la fois un espace graphique du livre et un symbole de la marge de manœuvre du chercheur. Avec le support numérique, elle devient le lieu d'un nouveau modèle académique et social. Le sens de la littérature contributive est donc aussi véritable que paradoxal. En tant que zone de participation, de dialogue scientifique et d'individuation collective, la marge est en train de devenir l'essentiel. Merci beaucoup, Ariane. Marcello, je te propose qu'on passe la parole directement. Oui, je prends la parole. C'était ça que tu disais, Carole, pardon. Oui, je voulais vous renvoyer maintenant la parole. Très bien, donc merci beaucoup et merci Ariane pour cette présentation. Alors ici, j'ai le plaisir de vous présenter Guy Boulian, qui est le fondateur et le PDG des éditions Dédicaces ici à Montréal. Donc en 2012, il a mis sur le marché une liseuse de livres numériques. Il vient de me dire qu'il y a une deuxième version de la liseuse qui est déjà sortie ou qui va sortir. Elle est sortie. Elle est déjà sortie, donc en 2013. Donc on va passer à une présentation, c'est un peu ce qui caractérise notre séminaire, une présentation plus de quelqu'un qui est dans les domaines de l'édition et donc qui va nous présenter son expérience et sa réflexion sur les supports numériques, justement dans ses pratiques d'éditeur et de créateur de technologies. Donc je les remercie beaucoup d'être venu et je lui passe la parole. Merci. Est-ce que vous voyez bien, les slides qu'on est en train de vous envoyer? Oui, parfait. Carole. On les voit très bien, oui. Bonjour, mesdames et messieurs. Donc, ça me fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Avant de vous parler un peu de la liseuse numérique des éditions Dédicaces, je vais vous présenter brièvement
les éditions, la maison d'édition comme telle, puis aussi un peu notre méthode de travail pour que vous puissiez comprendre un peu notre philosophie. Donc, j'ai créé les éditions d'Édicace en 2009. On en est à notre 4e année d'activité au mois de mars, ce mois-ci. Dès le départ, dès la création des éditions d'Édicace, j'ai voulu faire en sorte qu'on utilise toutes les nouvelles technologies qui étaient mises à notre disposition. Donc, on touche à 80 ou même, je dirais, à 85%. Nous utilisons le numérique à fond, et cela dans plusieurs domaines. Donc, pas seulement pour le livre numérique, mais aussi, bon, dès le départ, il y a Internet. Internet, nous, dès le départ, on a été branchés, connectés à Internet, ce qui nous a permis de nous faire connaître très rapidement. Pratiquement dès la fondation de la maison d'édition, on a reçu des manuscrits d'un peu partout à travers le monde, que ce soit en France, en Belgique, en Suisse, puis même sur le continent africain et en Amérique du Sud. Donc, dès le départ, on peut dire que ces nouvelles technologies comme l'Internet nous ont permis de nous étendre très rapidement. Ce qui est important aussi, c'est que nous, on se considère comme une maison d'édition non traditionnelle, encore une fois, à cause des nouvelles technologies, dont l'impression à la demande. Puis là, on est encore au niveau du numérique lorsqu'on parle d'impression à la demande. Avec le print on demand, comme on dit en anglais, c'est une technique qui nous permet d'imprimer les livres autant à l'unité qu'en quantité selon les besoins, selon nos ventes. Ce système nous permet de faire des économies très importantes dans notre gestion. On n'a pas de stock à gérer important de livres, contrairement aux anciennes maisons d'édition. Les anciennes maisons d'édition, les éditions traditionnelles, comme on dit, la plupart du temps, il fallait qu'ils fassent des tirages relativement importants de leurs livres, ce qui conduisait aussi la plupart du temps à des pertes financières, à des pertes de stock, ce qu'on appelle dans le jargon le pilon. Donc, c'est quelque chose qui était assez difficile couramment pour les maisons d'édition. Surtout pour une maison d'édition qui ne reçoit aucune subvention. Donc, le choc est encore plus grand. Donc, l'impression à la demande nous permet de vraiment se concentrer sur les activités de la maison au lieu de se concentrer puis de s'effondrer pratiquement dans les méandres économiques puis dans les pertes financières reliées à l'imprimerie. Donc, on a utilisé, comme je vous disais, Internet. On utilise l'impression pour les livres papier, l'impression à la demande. Malgré cela, comme vous pouvez voir, je ne sais pas si on peut voir soit à la caméra ou sur le projecteur, on fait des livres. Lorsqu'on parle d'impression à la demande, on ne parle pas de photocopie. On parle vraiment d'ouvrages très bien imprimés, des ouvrages de qualité professionnelle. Bon, à côté de l'impression numérique, des livres papier, dès le départ, dès la création des éditions d'Édicace, on a voulu faire les versions numériques de nos livres, dès le départ. En faisant de la sorte, ça nous a simplifié beaucoup, comme on dit au Québec, ça nous a simplifié la vie. Parce que le problème que plusieurs maisons d'édition traditionnelles rencontrent de nos jours, c'est la difficulté de pouvoir négocier, entre autres, avec leurs auteurs, ou de convertir tous leurs ouvrages qui sont déjà existants depuis plusieurs années. Mais il faut faire tout un travail de conversion vers le numérique. Puis il y a aussi, il faut le dire, là, la complexité de prendre des ententes avec les auteurs qui ont déjà signé un contrat auparavant, il y a plusieurs années. Nous, dès le départ, on a mis les choses au clair. Tout a été clair, même dans notre contrat d'édition. Chaque livre que nous publions est édité autant sous la forme papier que sous la forme numérique. Ça, avec les auteurs, on a déjà des ententes prises dès le départ, ce qui nous simplifie les choses beaucoup. Donc, Internet, on parle d'impression à la demande, on parle de livres numériques. En 2012, l'année dernière, je cherchais personnellement un nouveau moyen de pouvoir diffuser les livres de nos auteurs, mais avec une technologie moderne. Donc, je voulais déborder du cadre du livre papier et aussi du livre numérique que l'on vend la plupart du temps dans des boutiques comme Amazon, différentes boutiques sur Internet en Europe, autant en Europe, aux États-Unis qu'au Canada. Je voulais trouver une façon.
Là, je réfléchissais, les idées se brassaient, je me suis dit, bon, on pourrait peut-être sortir une carte SD avec des livres numériques dessus. C'est en cogitant que m'est venue l'idée de dire, bon, pourquoi est-ce qu'on ne sortirait pas une liseuse de livres numériques? On est devenu de ce fait la première maison d'édition, sans prétention, la première maison d'édition au monde à lancer sa propre liseuse numérique, que je vais vous montrer ici à l'écran. On a tout d'abord fait une première version, une première génération, avec cette liseuse, qui est une liseuse multimédia. Donc, on peut à la fois lire les livres, mais aussi écouter de la musique, les vidéos et regarder des photos. Cette première génération de liseuse, l'écran n'était pas tactile. Mais elle a connu quand même un franc succès, puisqu'on l'a présenté au Salon du Livre de Montréal en 2012, puis on a fait un sold-out assez rapidement. Après ce sold-out, on a décidé d'évoluer un peu, de créer une deuxième génération de liseuses, mais cette fois-ci avec un écran tactile et avec plusieurs améliorations à l'intérieur de l'appareil. Je vais vous montrer ici à l'écran. Donc, ici, c'est la deuxième génération de liseuses numériques qu'on a sortie récemment, à la fin du mois de décembre, début janvier de cette année. Donc, on en est au tout début, mais on a déjà vendu plusieurs copies, donc aucun retour. Je crois qu'en général, les gens sont assez satisfaits. Donc, le but principal d'avoir lancé cette liseuse, comme je vous disais, c'était de promouvoir les œuvres de nos auteurs, de les amener à travers un nouveau... On parlait de support tout à l'heure, donc c'est un nouveau support qui nous permet de les promouvoir. En gros, vous savez, c'est ça. Dans la liseuse, ce que je pourrais dire, c'est que nous, on a inclus justement une centaine d'ouvrages de nos auteurs à l'intérieur. Donc, quand la personne achète, ce qui fait la différence de notre liseuse par rapport aux autres liseuses qu'on trouve sur le marché, c'est que lorsque la personne achète celle-ci, elle va retrouver à l'intérieur une centaine de nos ouvrages, des livres originaux écrits par des auteurs contemporains. Donc, c'est pour une valeur de 1 000 $ à l'intérieur de l'appareil. Donc, grosso modo, c'est un peu ça de notre côté, en ce qui concerne notre présentation. Si vous avez des questions tout à l'heure, j'y répondrai. Très bien, bon, merci beaucoup. Donc oui, peut-être on pourra laisser pour la fin quelques questions aussi techniques sur les caractéristiques de la liseuse et pourquoi justement, même sur les formats et sur pourquoi utiliser une liseuse justement propre à votre maison d'édition plutôt que d'autres liseuses existantes. Donc quelles sont la réflexion sur les types de supports que vous avez produits. On peut peut-être laisser ça à la fin, aux questions. Donc je repasse la parole à Paris et à Carole pour présenter la dernière intervenante. Donc, nous accueillons maintenant Valérie Jeanne Perrier, qui est maître de conférence, chercheur au CELSA. Donc, je ne sais pas si tu veux te présenter un peu plus. Je me présente rapidement. Bonsoir à tous et bonjour. Donc, je suis enseignante et chercheur au CELSA, qui est une école de communication qui forme des communicants, des journalistes, des marketeurs qui sont très inspirés des théories de l'information et de la communication qui sont développées ici en France. Je vais peut-être présenter très rapidement l'équipe de recherche dans laquelle j'interviens. Ce soir, je remplace ici Emmanuel Souchier, qui est le directeur du laboratoire, qui a la chance de bénéficier d'un congé de recherche, le chanceux. Et donc, je vais essayer à la fois de présenter à travers mes propres travaux, un concept fort qui est beaucoup exploré au sein du GRIPIC, qui est le groupe de recherche interdisciplinaire sur les processus d'information et de communication. Donc, la perspective que je vais avoir va être un peu différente sur la notion d'écriture, parce que je vais m'intéresser justement à la dynamique de la transformation de ce qu'on peut entendre par écriture. Alors, ce que je vais vous présenter là maintenant consiste à explorer une catégorie spécifique d'outils d'écriture que sont les CMS, c'est-à-dire les outils de Content
Management System. Alors, je pense que ceux qui sont familiers avec l'anglais auront tout de suite compris, mais en gros, ce sont des outils de gestion de contenu qui formatent, en quelque sorte, qui préparent les conditions, les possibilités de conditions d'écriture. Et c'est cet outil-là que je vais essayer de regarder pour voir si, quelque part, en amont même de la production d'un contenu qu'on va appeler écriture, il n'y a pas déjà une préécriture. Alors, je vais me permettre de prendre quelques instants pour ouvrir ma présentation que j'ai préparée. Voilà, le temps de la récupérer. Vous trouverez des textes très intéressants d'Emmanuel Souchier, qui vient d'être question aussi sur Internet en cherchant son nom. Je vous signale au passage. Alors, voilà, c'est bon. Je cherche le plein écran que je ne vois pas. Je me permets juste de profiter du blanc pour signaler que nous sommes en train d'utiliser deux hashtags différents, Edito 12 et Edito 2012. En effet, Edito 2012, c'était celui qu'on utilisait sur les autres séances. Aujourd'hui, il paraît que c'est plutôt Edito 12, sauf que nous avons des problèmes ici à Montréal à accéder, à se connecter aux polémiques tweets. Je pense que c'est le cas un peu de tous les publics. Donc voilà, juste pour dire, nous suivons le fil des tweets sur Twitter et nous avons cette ambiguïté entre deux tags, deux hashtags. Je propose qu'on passe tous à Edito 12 pour être cohérent. C'est celui que vous êtes en train d'utiliser à Paris, apparemment. Alors voici le titre, je prends le relais que j'avais essayé de préparer pour vous. Donc, écrire avec les architectes. Voilà la notion que nous travaillons au sein du RIPIC, c'est cette idée que finalement ces outils constituent en quelque sorte des textes au-dessus des textes, donc d'où la notion de architexte. Et là, on va s'intéresser au CMS de quelques outils d'écriture, notamment d'outils dits de réseaux sociaux. Et ce que je vais essayer de montrer, c'est que finalement, ces outils qui peuvent apparaître en sortie comme des lieux du chaos de l'écriture emmènent plutôt vers une logique d'anticipation. C'est-à-dire que le processus d'écriture doit être pensé en amont de la production pour pouvoir éventuellement fonctionner. Et il y a une étape, bien évidemment, d'apprivoisement. Alors, je sais que le terme n'est peut-être pas très joli, ni ne sonne pas bien français, mais c'est l'idée qu'il y a finalement un processus de domptage, d'appropriation pour pouvoir éventuellement faire en sorte que les structures des outils, qui peuvent apparaître comme dans un premier temps une sorte de matériel pour l'écriture intangible, vont être quelque peu petit à petit tordus dans tous les sens par les utilisateurs qui vont le tirer du côté de leur projet d'écriture. Alors je vais avoir trois temps de présentation. Je pense qu'il faut que je guide par cette petite flèche. Est-ce que c'est ça? Ça n'a pas l'air de fonctionner. J'essaie de trouver... Il y a un message sur l'écran. Alors, 3 temps de présentation. D'abord, bien évidemment, un temps de définition. Qu'est-ce que c'est que cette notion d'architecte? Qu'est-ce qu'on peut en retirer? Ensuite, peut-être qu'on s'attardera
sur un cas particulier que j'ai observé avec un intervenant de l'école qui s'appelle Tristan Mendès France. Et ensemble, on a regardé l'utilisation de Twitter, donc on va considérer comme un architecte, qui a été mobilisé dans un cas très spécifique, celui d'un procès qui s'est tenu en Norvège très récemment, il y a moins d'un an, autour du jugement de ce tueur que vous connaissez peut-être, Anders Breivik. Et dans ce cadre-là, 2 journalistes donc ont revisité leur pratique d'écriture à partir de ce qu'ils observaient, ce qu'ils entendaient, et en essayant de faire quelque chose avec ce dispositif Twitter pour en produire quelque chose de nouveau. Donc on va regarder cette écriture. Puis après, du coup, je vais aller vers un autre CMS, Vine, qui est une marque fille de cette instance qu'est Twitter. Et on verra que peut-être, du coup, la notion d'écriture, quand on considère ces outils que sont les CMS, est à élargir. Les matériaux que va solliciter de notre part cette marque Vine pour produire un contenu médiatique va appeler chez l'utilisateur un travail de proximité avec l'écran, et on va être amené quasiment à écrire du bout du doigt un objet, un texte qui va être une très courte vidéo, donc de 6 secondes, et donc on voit que la contrainte est très forte, le temps, le matériau, l'image, mais que malgré tout, eh bien, on voit apparaître des utilisations variées de ce dispositif qui peut sembler monolithique et qui amène à des productions assez complexes et assez diversifiées, et qui amène à revoir l'écriture du montage. Alors là, j'essaie de me débrouiller à nouveau pour aller vers la 3e slide, et là, j'ai une maîtrise parfaite du dispositif PowerPoint. Alors, premier temps, les architectes, la notion. On va essayer de la définir et de la comprendre. La notion, elle a été posée par donc Emmanuel Souchier et Yves Jeanneret, donc je me fais un peu le prosopon là de leur théorie. Elle a été posée en 99 à propos des premiers sites sur l'Internet. Et ce qui a intéressé ces 2 chercheurs, c'est de voir que très rapidement, finalement, ce qui est donné à voir sur l'interface du côté de l'utilisateur est quand même le fruit d'un travail qui est en amont, préparés par des outils d'écriture qui sont discrètement cachés, mais qui amènent à faire des choix pour pouvoir faire une page, écrire une page en HTML. Donc la définition qu'il pose est la suivante. Les architectes sont donc des outils d'écriture qui, dans leur forme et leur structure, portent un certain nombre de modèles de texte, de pratiques d'élaboration et de suivi de ces textes. Donc ce sont des outils qui engramment, qui enregistrent des pré-modèles d'écriture, et donc qui empruntent à des formes que nous connaissons déjà, qui sont déjà dans notre culture, qui ne sont pas si nouvelles que ça, et qui vont s'hybrider des potentialités qui sont portées par les réseaux. Et donc, ajout supplémentaire à cette première définition, c'est que ces éléments, ces modèles du texte, ces modèles de pratique d'élaboration et de suivi de ces textes laissent des traces. C'est-à-dire qu'à la surface des écrans que nous mobilisons, il y a toujours quelque part des petites traces de ces soubassements, de ces étaiements, puisque la notion rappelle finalement l'idée de l'architecture. En architecture, quand on crée un bâtiment, eh bien, on laisse quelquefois des supports, des traces de la structure qui a permis de construire ce bâtiment. Et dans l'écriture sur le web, eh bien, on retrouve aussi ces traces. Dernière chose, l'architecte cristallise certaines pratiques, en masque d'autres et mélange des modèles du texte. Là, dans cette dernière couche de définition, ce qu'on voit bien, c'est que l'architecte facilite certaines pratiques, il les guide. Donc, on parlait tout à l'heure de liberté, de contribution. Eh bien, cette contribution, elle est quelque peu quand même guidée par les structures qu'on nous donne à utiliser. Elle en masque d'autres. Mais oui, il y a certaines possibilités, potentialités de ces architectes qui sont possibles, mais que les utilisateurs vont ignorer parce qu'ils n'ont pas la connaissance de cette profondeur du code, notamment, et de la structure de la base qui va donner naissance à l'architecte.
Et donc, il y a aussi des mélanges des modèles du texte. C'est vrai qu'un outil, un CMS, souvent est le fruit des imaginaires de celui qui le conçoivent et qui disent bah, ça, on peut le faire, ça, on ne peut pas le faire. Moi, je viens de tel univers, par exemple l'univers de la documentation. Il y a des choses qui m'intéressent, il y a la liste qui m'intéresse, il y a le thésaurus qui m'intéresse. Et de manière presque inconsciente, c'est ces modèles de la structuration de la connaissance et donc de l'écriture qui sont engrammé, programmé dans ce que je vais donner comme espace à être utilisé par de futurs utilisateurs. Alors maintenant, je passe aux exemples. Au deuxième temps de la présentation, à partir du cas qu'on a exploré à deux, autour de Twitter, en essayant de montrer comment un objet d'écriture comme Twitter, avec cette ligne de temps qui enchâsse des courts messages très fermés en nombre de caractères, comment cette structure-là va être un peu tordue par deux journalistes qui, dans le cadre d'un événement, vont produire une écriture qui n'est pas une écriture d'annotation, qui n'est pas une écriture d'article, qui n'est pas une écriture de chronique ou d'éditorial, mais qui vont produire quelque chose d'assez mélangé et qui donne à voir l'événement de manière très spécifique. Alors, pour présenter très rapidement ce terrain, d'abord, les deux journalistes, qui sont-ils? Parce que ça, c'est pas non plus anodin. Quand on arrive face à un outil d'écriture sur le réseau, avec les contraintes qui sont posées par le dispositif, on arrive avec son bagage, avec sa socialisation antérieure, et puis aussi les contraintes qui sont celles de notre environnement. Et notamment, là, les deux journalistes sont ceux, d'une part, du monde diplomatique, avec ce compte qui s'appelle Vision Carto, et de l'autre côté, un journaliste de l'AFP, donc là aussi une autre culture, très formalisée, très très forte, où justement la question de la crédibilité de l'information, de la vérification de l'information, de la précision des mots qui sont utilisés est très forte. Et d'autre côté, donc on a Pierre Dehy. Et ce qui va se passer, c'est que ces deux journalistes, dans le temps du procès, qui va durer 3 mois, vont produire chacun beaucoup de textes, et je vais arriver à cette visualisation de leur production. D'un côté, plus de 1500 tweets sur 3 mois, qui donne ce rouleau de texte assez impressionnant et qui souvent est considéré, quand on regarde Twitter, on regarde le fragment. On se dit, bah oui, voilà, l'écriture présente sur le web, c'est une écriture du fragment. Et dans ce cas précis, on s'aperçoit que le travail de Pierre Dehy amène à avoir une lecture plus suivie, où finalement il va falloir regarder les choses un peu en séquence. On va voir aussi une sorte de narration petit à petit se construire dans le temps, et une précision sur le regard porté sur l'événement qui va tordre un peu le cadre justement du message défini en 140 caractères. Et donc là, le matériau de l'écriture, eh bien, c'est ce jeu entre ce qu'observe le journaliste, sa contrainte professionnelle de journaliste de l'AFP, et ce dispositif qu'il va contourner pour produire quelque chose qui, au final, est une chronique un peu comme les minutes d'un procès, mais pas tout à fait. Et on voit bien que les métaphores sont très nombreuses, c'est-à-dire que l'outil est le prétexte à revisiter des modèles du texte journalistique qui est transformé par le fait que le dispositif permet une continuité, permet du temps réel, permet de la contrainte, et la contrainte, du coup, est productive. Mais c'est ce jeu entre le dispositif, la socialisation d'acteurs et l'événement qui amène à cette production très particulière. De l'autre côté, alors là, je ne sais pas du tout ce qui se passe avec ma présentation, je vais essayer de remonter ici, avec le deuxième cas, le cas de Vision Carto, qui lui va produire plus de 2500 tweets. C'est beaucoup, hein, c'est vraiment important, parce qu'il faut voir que par ailleurs, ces journalistes continuent à écrire pour leurs médias de rattachement. Hein. Donc on voit qu'il y a aussi une sorte de mise à disposition du dispositif qui va faire que vraiment on voit les individus s'incorporer, hein, se projeter énormément dans ce dispositif. Et dans le cas de Vision Carto, c'est très intéressant parce qu'il va dire que finalement, Twitter pour lui n'est pas un lieu de diffusion tellement d'informations, mais va plutôt être une sorte de cuisine ouverte dans laquelle il va montrer comment il fait son travail. Et donc, c'est pas tant un lieu d'écriture, mais un lieu d'exploration, un laboratoire dans lequel finalement le dispositif
passe au second plan. Et ce qui va compter pour lui, c'est les interactions, les commentaires, les corrections que vont amener d'autres interlocuteurs qui vont venir interagir avec lui. Alors, ce qu'il faut bien voir avec ce qui est commun à ces deux journalistes, c'est qu'ils vivent en Norvège en permanence, qu'ils connaissent bien le territoire et la culture norvégienne et qu'ils parlent norvégien. Et qu'ils font un travail tous les deux qui est absolument incroyable parce qu'ils écoutent le procès, ils traduisent ce qu'ils voient en français et ils synthétisent ce qui se passe pendant le procès. Donc on voyait que le dispositif est un filtre et n'est pas là pour simplement contraindre, mais qui l'aide à faire le métier et à produire l'information. Donc le matériel de l'écriture, c'est ce qui se passe dans le procès, mais c'est aussi les potentialités qui sont apportées par le dispositif, mais qui sont discutées et qui sont justement un peu tordues, un peu attrapées par ces deux journalistes qui essayent d'en faire quelque chose d'autre. Alors, j'essaie d'avancer. Je vais passer rapidement sur les éléments de méthodologie parce que c'est peut-être pas forcément ce qui, ici, nous intéresse le plus. J'essaie de remonter dans ma présentation. Alors, ce qui nous a marqué, nous, à deux chercheurs là-dedans, c'est que derrière cette expression unique d'une écriture qui serait celle du live tweet, c'est le mot qu'on entend beaucoup dans le discours d'escorte à propos de Twitter. On dit voilà, quand on est en direct, en semi-direct sur un événement, voilà, c'est du live tweet. Et puis c'est fragmentaire, ça permet le 360. Et donc on voit bien que derrière cette écriture particulière qui est stigmatisée par les autres médias, il se passe quelque chose. Twitter uniquement comme lieu de la fragmentation des informations, une standardisation des manières de témoigner et d'écrire, eh bien, on voit bien que là, dans ce cas-là, les acteurs journalistes retrouvent une marge d'autonomie pour donner sens à l'événement pour lesquels ils sont par ailleurs missionnés par des médias plus traditionnels. Alors, j'essaie d'avancer ici. Et donc, en conséquence, les réseaux sociaux et donc ces CMS sont des espaces d'essais de pratique d'information et donc, par extension, des essais d'espace d'écriture. On voit bien que c'est des journalistes, par tous ces tweets, essaient de rendre compte de perceptions subtiles, qu'ils essayent de donner à voir davantage un événement, en ouvrant les angles sur cet événement. Un journaliste, dans son média, en général, on lui attribue un angle spécifique. Et là, dans les tweets, on voit qu'il y a une démultiplication des possibilités d'analyse. Du côté de RECA, c'est-à-dire Vision cartographique, oui, parce que le nom du journaliste est Philippe Rekazevic, et donc tout le monde dans son journal l'appelle RECA. Donc on a fini par nous aussi attraper cette tournure. Et donc ce qui est très intéressant dans le travail de RECA, c'est que petit à petit, on voit ce journaliste se forger une intime conviction par rapport à ce que l'accusé est. Et ça se passe dans le travail de l'écriture. Il va y avoir un travail très précis sur les tweets qui consiste à donner, par exemple, au moment où les témoins arrivent à la barre pour dire ce qu'ils ont vécu lorsque le tueur arrive sur le lieu où il va perpétrer ce massacre. Et donc, RECA a une tournure d'écriture où il met à chaque fois le nom du témoin, il l'ouvre de points, et en quelques mots, il synthétise ce que dit le témoin. Mais ce n'est pas du mot à mot. Et là, il y a un travail qui, dans la succession des tweets, va donner à voir ce que ce journaliste pense de l'accusé. Donc là, il y a un vrai travail d'écriture, mais qui n'est pas prescrit par l'outil, qui n'est pas pensé par le journaliste, mais qui se met à jour progressivement. Dans le cas du journaliste de l'AFP, eh bien, ça va se passer un peu différemment. Ce qu'il va chercher à faire, ce journaliste, à travers Twitter, c'est qu'il va montrer quelle est la mécanique du procès, qui sont les intervenants, à quel titre ils parlent, pourquoi ça se passe comme ça. Et ce qui est intéressant dans ce travail, c'est que finalement, on arrive à comprendre quelle est la place de ce procès pour la société norvégienne qui essaye, à travers de ce procès, de passer une autre étape, de dépasser le traumatisme provoqué par cette tuerie qui, je vous le rappelle, a fait 77 morts. Et donc, on voit bien que là, le travail de l'écriture montre bien que le journaliste,
anticipe une réception. Ce qui change un peu parce que finalement, dans le travail du journaliste de l'AFP traditionnellement, le premier public, ce sont d'abord d'autres journalistes. Quand on écrit une dépêche AFP, en tant que journaliste, on l'écrit pour d'autres journalistes qui vont s'en servir pour produire une information qu'ils vont retravailler. Et là, on voit un saut s'opérer. L'écriture sur Twitter permet de toucher un autre public. J'essaie d'avancer. Alors donc, du coup, ce qui nous amène à quelques petites précisions sur ce qu'est l'écriture avec ce dispositif. Ça n'est pas un direct, ni une simple prise de son et de parole, sans filtre et sans médiation. L'architexte, donc Twitter, contraint et libère à la fois. Et dans le cas d'Eureka, eh bien, on voit bien qu'on passe du live tweet au life tweet. Il s'agit de rendre compte des vies qui ont été fauchées à ce moment-là et d'avoir une écriture qui est aux frontières du journalisme et d'autres choses. Et c'est ce travail du dispositif, cette confrontation au dispositif qui à la fois contraint et libère, qui amène ce statut spécifique de l'écrit. Alors, au total, face à ce dispositif, ce qui nous a frappé, c'est que finalement, il y a toujours un tour de main spécifique, une stylistique propre à chaque locuteur. Chaque usager de la marque Twitter va avoir son particularisme dans l'utilisation. Et dans le cas qui nous préoccupe là, eh bien, on voit bien que le dispositif est un complément à l'activité journalistique. Il aide la situation d'écoute, de synthèse, et il aide à faire le métier. Et dans le cas des deux journalistes, on a bien senti que le dispositif n'est pas forcément uniquement un outil d'écriture, mais quelque chose qui va ressourcer la pratique, qui va venir la réinterroger. Pourquoi on fait ça? Qu'est-ce qu'on écoute? Pourquoi devons-nous rendre compte de cet événement? Et donc c'est une forme libératrice qui s'apprivoise et qu'il est nécessaire aussi d'apprivoiser pour pouvoir en tirer quelque chose. Maintenant, je passe à un autre cas, le deuxième cas que j'ai évoqué tout à l'heure, le cas de Vine. Donc cette marque plus récente que Twitter a promue comme le nouveau dispositif qui va permettre d'échanger, d'interagir. Et c'est un dispositif qui permet en quelques secondes de prendre quelques images qui vont être diffusées et qu'on va retrouver dans ce même système de « je suis » des gens qui font ce genre d'action et j'expose ce que je suis en train de filmer. Alors du coup, ce qui m'a interpellée là, c'est qu'on n'est plus sur du matériel textuel, une suite alphabétique, mais on retrouve quand même l'idée qu'il va falloir, en tant qu'utilisateur, se forger très rapidement une sorte de grammaire, une grammaire de l'image pour écrire une vidéo, parce que ce dispositif est extrêmement hiératique. Il est très dépouillé. On va le voir tout à l'heure. Il faut anticiper ce qu'il faudra collecter. Il y a une construction mentale à opérer et pour pouvoir préparer des bouts de vidéo qu'on va monter du bout du doigt. Le rapport à l'écran, le rapport à l'écriture se fait vraiment dans ce geste de pointage et d'arrêt du pointage. Alors du coup, ce qui se passe, c'est que dans le montage, il y a quelque chose qui est très fort, c'est que sont réassociées deux dimensions du montage et de l'écriture du montage, c'est-à-dire le voir et l'entendre. On s'est habitué, avec l'histoire du cinéma, à voir des choses qu'on voit à l'image et puis des sons qui ne sont pas forcément connectés à cette image. Et là, dans ce dispositif, les deux sont recollés ensemble. Donc, ce qui est très intéressant dans ce dispositif, c'est qu'il y a un rebouclage avec le début de l'histoire de l'image animée qui se reproduit et qui oblige à recomposer cette histoire pour chacun, pour se la réattribuer. Il faut anticiper la durée, le nombre de plans. On sait qu'on ne peut pas faire de transition, c'est-à-dire qu'on ne le sait pas, on le découvre. Donc il y a vraiment un jeu d'apprivoisement très très rapide avec le dispositif. Le regard et les points de vue sont juxtaposés et donc on redécouvre finalement l'écriture filmique.
il y a encore une slide ici qui est importante et que je vais essayer d'aller chercher avec mon curseur, mais voilà, tac, 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 ici, voilà. Mais c'est pas la bonne version de ma présentation, c'est pas grave. Il en manque une, je la vois pas. Comment ça se fait? Il manque une slide. C'est celle où il y a troisième tout en bas, non? Oui, oui, elle est coincée. Elle est sur Drive. Oui, tout à la fin. Oui, voilà, c'est celle-là. Alors, je ne sais pas si vous voyez la dernière slide. Troisième temps, Vine et l'écriture visuelle. Donc, ce que j'ai mis là dans ce tableau, c'est les étapes finalement d'écriture. Première étape, il faut établir son profil. Donc déjà, c'est quelque chose qui prend du temps, mais qui est quelque peu préparé par le fait qu'on a déjà un profil dans Twitter. On peut arriver dans Twitter et rebasculer dans Vine. Et ce que présente la première slide, c'est un montage que j'ai fait très récemment. Je suis originaire du Cotentin, je suis allée à la plage, donc j'ai essayé de montrer dans ce petit film l'étendue de cette plage. Mais ce qui est très intéressant là, c'est que chacun donc doit faire avec sa propre culture visuelle. C'est-à-dire qu'il faut avoir déjà sa grammaire de ce qu'est une image, de ce qu'est un film, pour pouvoir dire ça c'est un plan. Et dans l'interface du milieu, eh bien, voilà le dispositif d'écriture qu'on a, c'est-à-dire un cadre vide, une ligne qui est comme une jauge et une croix. 3 signes, 3 symboles, 3 espaces d'écriture qui doivent nous dire et nous guider dans la production d'une écriture filmique. Donc le montage se fait en direct, il n'y a pas de rush, il n'y a pas d'espace de rush. Ce montage, il est invisible. Il y a disparition du timecode. Juste une ligne. Vous voyez ce trait infime et cette ligne qui va nous permettre d'aller du bout du doigt chercher l'image. Je lève, je n'écris plus. Je rappuie. J'autorise la captation de l'image. Elle se juxtapose. Je lève, c'est fini. Donc, c'est dans ce jeu de pointage que se produit l'écriture avec un matériel qui est ce que je suis en train de voir, est-il potentiellement quelque chose que je peux enregistrer et qui sera intéressant dans mon montage. Donc, il faut écrire son film, il faut anticiper son film et ensuite le produire dans une fraction de seconde. On ne peut pas revenir en arrière, il n'y a pas de système de upload, c'est ce que je vois, je le monte et je le diffuse. Donc, il y a la disparition du montage, des choses qu'on a appris à reconnaître dans un film, le montage alterné, l'image séparée, les raccords, tout ça disparaît et l'écriture est à anticiper dans un matériel cognitif que chacun d'entre nous a finalement appris à récupérer dans son quotidien et puis dans sa confrontation, dans sa socialisation à ce qu'est l'écriture du film. Donc l'architecte à la fois réduit cette notion d'écriture mais en même temps la réouvre. Donc c'est ce paradoxe de l'apprivoisement du dispositif, de la culture visuelle qu'on doit avoir et de cette notion d'écriture par le pointage du doigt qui m'a intéressée, qui m'a interpellée, que je voulais vous présenter parce qu'on voit bien que là, l'architecte, à la fois contraint à nouveau, il est ce qu'il guide l'écriture, et il prépare ce qu'on peut écrire, mais en même temps, il libère et il laisse libre cours dans une certaine mesure, avec la grammaire de chacun, pour pouvoir produire une nouvelle écriture. Merci beaucoup. Je m'excuse, j'étais un peu longue, et puis il y a eu des interruptions de programme liées à ma non-maîtrise des dispositifs. Non, mais il y avait le temps, c'est bon.
Merci beaucoup. Il y a toujours une présence du dispositif technique qui s'affiche dans nos vidéoconférences. C'est bien, parce que c'est sur quoi nous réfléchissons. Donc, je propose donc du coup de donner, merci beaucoup Valérie, je propose de donner la parole au public et soulever les questions. Je me permets juste de donner une piste possible. C'est que on a très peu parlé au moins on a très peu utilisé le mot support dans les cas des trois intervenants. Bien évidemment, il y a une réflexion sur ce que c'est qu'un support qui est, selon moi, un peu différente dans les trois intervenants. Donc oui, dispositif de médiation, c'est un peu la sensation que j'ai eue dans certaines argumentations. Donc oui, mais pas que. Donc on pourrait peut-être spécifier un petit peu plus ce qu'on entend par support, ce qu'on entend par support numérique, et est-ce qu'il y a une spécificité du numérique dans la façon que tout dispositif de médiation, en effet, façonne les contenus d'une manière ou d'une autre, comme Valérie le montrait bien sur les expériences de Wine et Twitter, etc. Mais après, est-ce qu'il y a une spécificité du support numérique en tant que tel, en général, ou pas? Qu'est-ce que nos intervenants en pensent et qu'est-ce que notre public en pense? Je pourrais prendre un peu la parole là-dessus. Est-ce qu'on m'entend? On m'entend bien? Oui, je pense que... Oui. On a parlé beaucoup ici de littérature académique. Nous, c'est certain qu'aux éditions d'Édicace, on fait plus de la littérature qu'on pourrait dire créative. Fait qu'au niveau du support numérique, mon point de vue est celui-ci, c'est que le support, autant qu'on parle du livre numérique comme tel ou même d'une liseuse numérique, ne modifie pas la création du texte comme tel pour ce qui est de nous en tant que maison d'édition. C'est-à-dire qu'une création littéraire va toujours rester la même. Lorsqu'on parle de support, de toute façon, le mot le définit. Ce n'est qu'un support pour imprimer le texte, que celui-ci soit numérique ou imprimé sur papier ou même sur une roche. C'est que le texte va toujours rester le même. On a parlé de texte contributif, mais dans notre cas, ça ne nous rejoint pas vraiment en tant que maison d'édition. Le créateur, lui, il va toujours se retrouver seul dans son logement, dans son appartement, en train de créer. Il peut prendre 1 année, 2 ans, 3 ans. C'est vraiment une réflexion que l'auteur fait par lui-même. Après, nous, en tant qu'éditeurs, ce qu'on fait, c'est qu'on s'arrange pour le coucher son œuvre sur un support, qu'il soit numérique ou papier. Mais pour nous, ça ne modifie pas le texte en tant que tel, peu importe le support. Donc voilà, je pense qu'il y a des points de vue très différents sur les supports. C'est pour ça que je pense que c'est intéressant d'avoir les points de vue des intervenants et du public sur ça. Donc ça, c'est une idée plutôt neutre du support qui sert juste pour faire apparaître quelque chose qui apparaîtrait indépendamment. Voilà, c'est un peu l'opposé de ce que nous montraient les autres intervenants. Donc voilà. Valérie ou Ariane, vous voulez exprimer pourquoi vous pensez avoir parlé de support? Moi, je suis assez convaincu que vous avez parlé de support. J'ai juste une question. Est-ce que tu rapporterais ton propos aux notions de l'écrit d'écran et écrit de réseau d'Emmanuel Souchier, que j'ai trouvé très intéressante comme notion? Oui, pardon, je ne l'ai pas rappelé, mais tous ces travaux s'inscrivent aussi dans cette logique d'essayer de réfléchir à une spécificité de l'écriture à l'écran. Et on voit bien que dans l'expression, il y a l'idée d'une interaction, d'un mouvement entre les deux, l'écriture modifiée par la rencontre avec l'écran, et l'écran qui viendrait aider l'écriture à prendre toute son ampleur et à lui donner plus de possibilités créatives. Alors, moi, c'est pas tellement la question du support qui me préoccupe. Moi, ce qui me semble important là-dedans d'observer, c'est comment, au-delà de la machine, dans la machine, il y a des couches en dessous qui sont des couches d'écriture, qui formalisent des rôles, qui attribuent des possibilités
de produire quelque chose, des conditions d'énonciation. C'est plutôt ça qui m'intéresse. Ce qui me frappe là-dedans, c'est qu'il n'y a pas de disparition de l'action de création, il n'y a pas de disparition de l'édition, il n'y a pas de disparition de l'auteur, il n'y a pas un pouvoir absolument phénoménal de l'auteur. J'ai l'impression qu'il y a une redistribution des rôles. Et j'ai l'impression que ces dispositifs qui sont entre l'écran et l'informatique, et qui sont des couches de médiation, essayent de penser une recomposition de la chaîne des rôles de production. Et ces dispositifs sont des éditeurs internes qui ont une présence assez forte, qui vont permettre à l'auteur et à l'éditeur de faire des choses ou pas. Par exemple, l'auteur, lui, il est dans une posture, moi je dirais, d'injonction à l'écriture. Il y a ce cadre qui est là, avec ce curseur qui bat ou ce pointeur qu'il faut agir, et qui le mettent au pied tout de suite de l'acte de création. La rature, la notation sont plus ou moins permises, pas nécessairement. De même, l'éditeur va être très contraint, par exemple, par des histoires de format. Et donc, ces éditeurs intermédiaires ont un pouvoir absolument incroyable. La machine, sans cette couche de médiation, elle n'est pas intéressante, et donc ce pouvoir-là, il est fort. Je crois même que ça va plus loin que une simple couche de médiation. Je crois que là, on touche vraiment à ce qu'on essaie de rechercher dans ce séminaire sur les nouvelles formes d'éditorialisation. On touche à la translittératie, dont la première maîtrise peut-être, ou la littératie numérique, telle que Milad Douilly l'appelle, dont la première maîtrise pourrait être la maîtrise du CMS, et dont une maîtrise plus profonde serait la maîtrise du code. Mais je crois que c'est vraiment ça que le support numérique, avec son aspect réseau, avec son aspect calculé, apporte réellement à l'acte d'écriture. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte. Donc, dans ce sens-là, je dirais justement, je me posais la question justement dans quel sens on parle de support, hein, quand on parle de cette couche. Donc, Valérie, vous semblez dire que finalement, on ne parle pas, pour vous, on peut ne pas parler des supports. Selon moi, je suis assez d'accord avec Nicolas qu'on peut parler des supports pour le support l'écran, hein, ou la liseuse, et aussi pour ces couches intermédiaires, en effet, qui sont des systèmes qu'on peut appeler, pour utiliser le langage du séminaire aussi, des systèmes d'éditorialisation qui changent bien évidemment, façonnent le contenu, l'agence le pousse à le produire d'une manière plutôt que d'une autre, et parfois, selon moi, j'irai aussi plus loin, prennent la place de ce qui était dans la dimension de l'édition papier traditionnelle, la place de ce qui était l'autorialité. C'est-à-dire, sur Wikipédia, par exemple, moi je dirais que l'auteur, l'instance autoriale, la fonction autoriale, celle qui valide, justifie les contenus, qui les garantit, etc., et qui les façonne, est plutôt la plateforme. Et donc, le Wikimedia, le CMS, bien évidemment, avec ses règles formales et son code, que la personne qui écrit, qui en fait, dont le nom en fait disparaît aussi. Et Valérie, je voulais te demander comment toi tu faisais le lien, parce que tu as beaucoup plus parlé de création que de code et de technique, me semble-t-il, dans ton inspiration. Comment tu fais le lien entre les deux? Est-ce que tu parles de code parfois? Ou c'est pas ton sujet? Alors, c'est pas mon sujet, mais je pense que je l'ignore pas. Ce qui nous intéresse, nous, c'est comment la couche sémiotique va plus ou moins rendre invisible le code. Par exemple, quand on a quelque part sur une interface un petit pictogramme qui très rapidement permet de faire une citation, et que cette citation devient l'enjeu même de la production d'un média, hein, faire du commentaire, citer, en faire une industrie, et que dans le code, cette citation est très présente sous la forme d'une balise, par exemple quote. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est en quoi la forme du pictogramme
va soit démultiplier les formes de la citation, au contraire les réduire et montrer qu'il y a une seule forme possible de la citation. Donc je sais que nous savons pertinemment qu'il y a encore une couche supplémentaire qui est celle du code, qui est pensée d'une certaine façon, qui a certaines conditions d'énonciation qui vont être plus ou moins effacées ou atténuées par la couche d'interprétation graphique qui va être le système donné à l'utilisateur pour pouvoir agir sur ce qu'il va produire. Donc c'est ces effets de masquage, dissimulation, d'invisibilité qui m'intéressent. Il y a encore un niveau intermédiaire, je crois que c'est vraiment le niveau sémantique, oui. Avec l'indexation de l'écriture et la catégorisation de l'écriture. Donc là, on serait plutôt sur ce dont Ariane a parlé. Ariane, est-ce que tu veux réagir à cette discussion ? Oui, je pense que ça dépend un peu des domaines aussi, parce que moi, je me suis concentrée sur la littérature académique, et je pense que c'est très différent avec la littérature créative, où là, effectivement, le support a peut-être moins d'impact directement sur le texte, tandis que le support, en ce qui concerne la recherche et la science, peut avoir vraiment plus d'impact, comme vous le disiez, au sujet de Wikipédia qui remet en question la notion d'auteur au profit d'une plateforme qui... il n'y a pas de validation par une autorité centrale, et ça, c'est quelque chose qui semble vraiment permis par le support numérique, l'open source. Je pense qu'il faut distinguer en fonction des domaines. Donc, moi, je me suis concentrée sur le côté académique, où le rôle de la notation est modifié par le support. Peut être plus facilement réintégré dans le texte. Donc voilà. Ce qui n'empêche pas de faire de la littérature entre guillemets créative à partir de ces nouvelles fonctions d'annotation, ouais. Exploiter toutes ces potentialités. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que Guy voudrait réagir ? Alors à Paris, est-ce qu'il y a des questions ? Nous, on utilise beaucoup, on est très présent en tant que maison d'édition, puis même plusieurs auteurs sont présents sur les réseaux sociaux comme Twitter, Facebook. À peu près, je vous dirais, tous les auteurs. Nous, on utilise les réseaux sociaux. C'est certain que moi, je n'ai pas un langage académique, j'ai plus un langage, je suis chef d'entreprise. Donc, on utilise, nous, de notre côté, les réseaux sociaux pour promouvoir, encore une fois, les ouvrages qu'on publie. Il y a déjà, une ou deux années, il y a un éditeur au Québec, je ne me souviens pas du nom, qui avait essayé de créer une maison d'édition en se basant justement sur l'écriture collaborative à l'aide de Twitter. Puis cet essai-là n'a pas été fructueux du tout. Le projet, a été démonté peut-être après 6 mois. Ça démontre un peu mon point de vue qu'au niveau de la littérature créative, au niveau de la création littéraire, les réseaux sociaux n'ont pas un grand rôle à jouer, à notre point de vue. Parce que l'auteur est souvent un être isolé, contrairement aux scientifiques. C'est ça. Nous, on n'a pas un langage académique. On parle vraiment de la création. En général, l'auteur, lui, c'est une personne solitaire. Il va créer pendant 1, 2, 3 années. Il va travailler sur son texte. Puis nous, en tant qu'éditeur, on va faire en sorte de coucher son œuvre sur un support, que ce soit numérique, une liseuse ou encore le papier. Donc, les réseaux sociaux, pour nous, comme Twitter, c'est quelque chose de très, très, très important, mais encore une fois, au niveau d'une entreprise, au niveau de faire connaître l'œuvre. En tant qu'auteur, les auteurs, comme je disais, ils ont à peu près tous un compte Twitter. Eux, ils s'amusent, justement, à diffuser leurs textes, que ce soit, comme Madame disait tout à l'heure, de rendre compte de l'immédiat. Mais ça se fait au niveau individuel, mais pas en tant que création d'une œuvre, puis en tant qu'édition. On a vu... Oui, pardon. Je voulais réagir en citant quelques petits exemples ici, français, francophones. On voit de plus en plus de comptes s'ouvrir avec des noms un peu... des pseudos et avec une logique de production d'écriture par fragment. C'est-à-dire qu'on voit, par exemple, je pense notamment à une nouvelle un peu, on va le dire, un peu érotique, qui s'appelle, l'auteur c'est Madame Bovary, enfin c'est Bovary, Y,
Pendant 3 mois, Bovary a écrit 2 ou 3, 4, 5 tweets par jour, racontant par fragments, dans une logique de création, une histoire très particulière d'une femme qui rencontre très régulièrement dans une chambre d'hôtel, quelque part en France, des individus et qui va être dévoilée parce qu'elle reçoit un message, enfin bref, une histoire. Et ce récit, petit à petit, va agréger une communauté de lecteurs qui vont interpeller ce Bovary, vont lui dire mais comment ça se fait aujourd'hui, pas de tweet, on n'en veut plus, et là tu nous laisses là, mais pourquoi? Et donc il y a une interaction qui s'opère et on voit toute une communauté de lecteurs petit à petit s'agréger et interpeller l'auteur qui reste très discret, il ne dit pas qui il est. Et on voit d'autres auteurs assis qui ont des comptes de promotion de leur activité auctorielle, dire mais qui es-tu, raconte-nous pourquoi es-tu auteur. Donc il y a des jeux comme ça qui se mettent en place pour essayer de voir quelle est la dimension, le potentiel de créativité du dispositif. C'est la littérature par fragments, c'est un peu la logique aussi des cadavres exquis, des surréalistes. On écrit par petits bouts successifs qui vont petit à petit faire quelque chose qui est de l'ordre de l'œuvre. Et là, dans ce cas-là, on passe à un autre stade et on reprend, l'éditeur traditionnel reprend sa logique de prendre un texte long, le rouleau de tête, passer du rouleau, du rotuli, au volumen. Et on a vu quand même plusieurs fois dans ce séminaire, on a vu plusieurs fois quand même dans ce séminaire des exemples de littérature créative qui ne passe pas par une écriture individuelle ou solitaire à publier sur tablette ou sur papier. Je citerai, et il y en a beaucoup au Québec, je pense que la France et le Québec pour le coup sont vraiment à la pointe sur ces nouvelles écritures. Je citerai juste Les Petites Fourchettes pour rester dans l'érotique, qui investit complètement ce réseau et ces outils, ces CMS, pour une nouvelle création. Et peut-être que la création se situe d'ailleurs davantage à ce niveau-là aujourd'hui, en essayant d'explorer les nouvelles possibilités. Alors, il y a une question ici à Paris. Pour rester dans le même sens de Nicolas, je pense que c'était Nicolas qui parlait, mais on ne te voyait pas. Justement, tous les travaux qui s'est fait autour de Publinet, Rémunet et les activités du réseau de François Bon, en effet, vont dans le sens de mettre en question le modèle de la création littéraire classique avec un auteur central qui, quand même, et on le voit de ce que nous raconte Guy, en effet, reste parallèle. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a dans tous les domaines, pas seulement dans les domaines scientifiques, mais pas seulement dans les domaines académiques, mais aussi dans les domaines de la création, une certaine ambiguïté entre ces deux modèles, un modèle qui reste, même au niveau académique. Je pense que l'auteur se porte pour l'instant très bien. Si on regarde comment sont faits les classements et les carrières universitaires, l'auteur se porte très bien. Voilà. Bon. Oui, si je pouvais faire une remarque, effectivement, l'auteur se porte très bien, mais il y a une compétition de modèles de création qui vont se faire pour le cas de la littérature créative. Dire que le support a peu d'importance, en fait, c'est qu'on peut transposer un même contenu sur différents supports. Dans le cas d'une littérature chapitrée, linéaire, classique, que ce soit une nouvelle ou un roman, effectivement, entre le PDF ou l'EPUB et la version imprimée, on peut retrouver une certaine continuité, se dire c'est le même texte. En fait, c'est presque le même texte. Il y aura une familiarité, c'est clair, mais pour tous les auteurs qui font un travail sur la mise en page, et là, je pense qu'il y a une pensée du support qui fait intégralement partie de l'acte créatif de certains auteurs, qui vont, alors, plus qu'apprivoiser le support, comme vous disiez, pousser le support. Sur le format papier, ça peut être des auteurs comme Danielewski, qui vont le pousser même du côté non linéaire. Sur le format numérique, alors là, expérimenter, pousser, effectivement, à Publinet, on verra toutes les formes que ça peut prendre, et ça devient... c'est vrai que ça devient extraordinaire. Mais ça demeure, oui. C'est ça, ça demeure une démarche personnelle à l'artiste, au créateur, selon moi. C'est comme un artiste peintre qui va être dans son atelier. Puis lui, en tant qu'artiste, en tant que créateur, il va travailler à créer des nouveaux concepts ou une nouvelle méthode de travail. Donc, c'est un peu à ce niveau-là que, selon moi, les réseaux sociaux
où la création collaborative, l'écriture collaborative, c'est une démarche personnelle, c'est une démarche de création. Bien sûr. Autant sur le papier ou que ce soit pour le numérique. En écoutant les échanges, là, il y avait une référence qui me revenait, peut-être que vous la connaissez, c'est un travail de Pascal Durand et Alexis Lunauer qui est sur la naissance de l'éditeur. Je crois que c'est au 19e siècle, c'est un ouvrage qu'ils ont écrit à deux. Ce que racontent très bien ces deux auteurs, c'est comment finalement il y a eu des moments où, dans la production de la création littéraire, il y avait des moments où, par exemple, le libraire faisait tout. Il allait chercher les auteurs, il montait en page, il imprimait, il diffusait. Et puis, parfois aussi, il écrivait aux côtés des auteurs. J'ai l'impression que, en fait, cette logique-là, on la redécouvre, on assiste à un rebouclage. Et parfois, les dispositifs sur l'Internet nous tiennent cette promesse qu'on va pouvoir tenir tous les rôles, en tenant un discours dans lequel la figure de l'auteur est mise en majesté. Mais quand on regarde bien comment les dispositifs fonctionnent, eh bien, ils sont capteurs et ils se saisissent des potentialités de l'Internet pour réintégrer l'ensemble des chaînes, de la chaîne de production. Le modèle éditorial est tenu de bout en bout de la capture de l'auteur jusqu'à la diffusion et le contact avec le public et l'audience. Et puis, il y a des dispositifs qui vont plus insister sur une dimension. Dans le domaine académique, moi, il y a une initiative qui m'impressionne beaucoup en France, c'est celle de revue.org. Là, on voit un pôle être mis en majesté, c'est celui finalement de l'éditeur qui va dire, voilà, moi je vous propose des conditions de la diffusion et de la mise en forme, vous rentrez dans un moule, mais en échange, eh bien, vous avez la possibilité d'être mieux diffusé, plus accessible, remis en valeur. Vous aviez des collections qui étaient oubliées et peu diffusées, elles redeviennent plus ouvertes. Donc là, c'est une autre logique. Et on voit tous ces modèles cohabiter et du coup, être en concurrence et voir les auteurs hésiter. Et la question qui se pose, c'est finalement dans mon projet de créateur, de création, que je sois chercheur, où est-ce que je veux finalement m'inscrire? Est-ce que je veux être média? Est-ce que je veux être contributeur? Est-ce que je vais être éditeur? Parce qu'on voit aussi des chercheurs être très intéressés par avoir la possibilité de dire voilà, c'est ces conditions d'énonciation qui m'intéressent. Et ma pensée s'affirme parce que j'ai la main sur la forme. Donc, c'est cette concurrence des modèles moi, que je trouve très intéressante et qui se joue, à mon avis, du côté de la couche des CMS. Voilà. Certains nous disent qu'ils vont être très faciles à utiliser et qu'on va pouvoir avoir la main sur la forme éditoriale. Par exemple, il y a un outil en France qui a connu une certaine publicité qui s'appelle SPIP, qui est un outil de logiciel libre et qui disait être très simple, mais qui obligeait à rentrer dans une certaine logique quand même de production, de l'éditorialisation. Et puis, par exemple, il y a WordPress, où là, effectivement, on a l'impression que c'est facile, mais il y a une telle contrainte de la forme WordPress que c'est difficile de s'en affranchir. Et en tant qu'auteur, il y a toujours des marques de WordPress dans ce qu'on produit. Voilà. Je suis très longue, pardon, je prends beaucoup la parole. Une question ici à Paris. Bonjour, c'est une question pour vous. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une très grande différence entre les contraintes d'un CMS, quel qu'il soit, on a cité WordPress, mais ça peut être Drupal, etc., et ce qui existait auparavant dans une logique papier, qui étaient des chartes éditoriales strictes qui étaient imposées par les éditeurs pour essayer de produire justement d'une façon standardisée et éviter de corriger des textes. Est-ce que vous sentez en tant qu'auteur, puisque j'imagine que vous l'êtes également, auteur académique, mais peu importe, ce type de contraintes? Vous voyez une différence entre deux générations de contraintes en quelque sorte? Alors, les contraintes sont similaires, mais ce qui est très intéressant, c'est de voir, ce qui est fascinant, je trouve, moi, c'est ce qu'on oublie, c'est la vitesse de diffusion. C'est-à-dire qu'il y a quand même un résultat
quel que soit le CMS, c'est qu'on peut être lu et faire circuler, même si ce n'est pas parfaitement mis en forme, mis en énonciation, on peut très vite faire circuler quelque chose. Et dans le monde académique, je trouve que ça a un effet parce qu'on voit très vite des jeunes chercheurs vouloir marquer un territoire, dire c'est mon objet. Et il y a la course à, je l'ai mis en ligne, c'est pas fini, c'est pas défini, c'est encore un magma, mais je suis déjà dans la peau du chercheur car j'ai diffusé. Et ça produit un effet peut-être de redescendre très vite dans la carrière des questions épistémologiques. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de construire? Et très vite, on voit les questionnements sur qu'est-ce qu'est l'objet que je suis en train de définir, parce que très vite, je suis dans la diffusion. Alors que ces questions épistémologiques, jusqu'à une date très récente, elles étaient repoussées à des échéances ritualisées, comme par exemple en France, je ne sais pas si vous connaissez ça, au Québec, il y a ce phénomène, cette étape de l'habilitation, où là, on peut avoir le droit, effectivement, d'avoir un retour sur son parcours scientifique et la manière dont on a construit son objet. J'ai l'impression que cette question-là est très vite descendue dans la carrière des jeunes chercheurs, parce que très vite, ils sont en posture d'être diffuseurs. Donc, contrainte sur la charte éditoriale par le CMS, mais quand même la diffusion qui change le rapport à l'objet qu'on construit. Alors, je suis très prudente quant à l'approche qui est très vite déterministe, en disant, voilà, il y a un support et ça change. Je suis vraiment prudente par rapport à ça. J'ai un peu cette culture qui m'a été inculquée par mes pairs, PAIR, S, parce qu'ils sont deux. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe par rapport à la diffusion. La confrontation à un public, à une audience, du fait de cette diffusion rapide, change le rapport à ce qu'on construit. Dans le monde académique, j'ai l'impression. C'est une remise en cause de la publication, telle que Ariane en parlait. Et effectivement, ce qu'on peut voir apparaître, c'est une publication non plus d'un produit fini, on va dire, mais une publication de savoir intermédiaire. Et là, il y a peut-être des pistes pour une publication scientifique complètement transformée, où les discussions, les enquêtes, les vidéos, pourquoi pas, toutes les publications intermédiaires feraient partie d'un savoir académique, non plus figé dans une thèse, mais dans des documents dynamiques et rendus publics, offerts à la connaissance collective. Il y a là clairement un champ de recherche intéressant pour les éditeurs, à mon avis, de recherche. Une autre question ici, à Paris. Le danger de l'instantanéité de l'écriture et surtout de la publication. C'est là, selon moi, que le rôle de l'éditeur demeure important. Parce qu'on peut diffuser n'importe quoi aussi sur Internet ou dans les réseaux sociaux. À un moment donné, moi j'imagine que même au niveau de la science, au niveau de l'académie, comme au niveau de la création littéraire, il peut y avoir du tout et n'importe quoi. Le rôle de l'éditeur est très important, selon moi, malgré qu'on vive à l'heure actuelle dans le monde des CMS ou des réseaux sociaux comme Twitter. On prend l'exemple de Wikipédia. Il y a déjà eu des sottises qui se sont écrites sur le réseau Wikipédia. Des sottises qui ont été retirées par la suite. Mais il faut quand même faire une vérification des informations qui sont diffusées, selon moi. Que ce soit au niveau créatif ou, j'imagine, au niveau académique. Là, je dirais que ça dépend aussi tout simplement du travail qu'il y a derrière, parce que les chercheurs vraiment confirmés sont toujours capables d'improviser un propos, et ça va aussi faire naître une créativité particulière. Bonsoir. J'ai l'impression d'un manque philosophique dans tous ces discours, c'est-à-dire on a pris, je pense, un peu au-dessus de la jambe la question entre l'outil, donc entre la technique et notre façon de penser, mais pas seulement notre façon de penser, mais ce que nous pensons. Si je me trouve stylo à la main, je peux
penser des choses. Si je me trouve face à mon ordi, je pense d'autres choses. Si je me trouve avec mon portable en écrivant à SMS, je pense autre chose. Ce n'est pas naître les choix du moyen technique qu'on va employer. Donc il y a un niveau phénoménologique qui implique aussi, je pense, un niveau des responsabilités et donc à niveau plutôt éthique. C'est-à-dire que notre façon de penser et surtout les contenus de nos pensées, tout ça change selon l'outil, selon la plateforme, selon les supports qu'on va utiliser. Moi, je pense qu'il n'y a plus de supports. Support, c'est un terme. Support, c'est ce qui supporte. Et il n'y a plus de supports. Il y a rien qui soit passif. Si j'écris sur un mur, sur les murs de Facebook, ou si j'écris un tweet ou un polémique tweet, sur polémique tweet, là, il n'y a pas un support. Il n'y a pas une page blanche. Il n'y a pas un vide. L'écriture numérique, c'est une écriture qui s'appuie sur une écriture qui est déjà là. Il n'y a pas la page vide. Non, il n'y a pas la page vide. Donc, je pense qu'il faut souligner, c'était plus ou moins ce que disait Marcello avant. Donc, il faut réfléchir sur ces niveaux, parce que c'est pas banal. Hein. Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Pépé, alors, l'expression souvent employée, dématérialisation du support? Mais c'est pas sur les... Oui, c'est pas... Non, mais... Il faudrait un autre mot, en fait. Quoi. Non, il faut un autre mot. Il faut un autre mot. Il ne faut pas parler de matérialisation des supports. Il ne faut jamais plus dire support. Sinon, c'est la même chose. Du vide plein. Je ne sais pas, je ne sais pas, Carole. Mais il faut arrêter de comprendre les numériques avec un lexique qui concerne toutes les autres choses. Il faut arrêter. Sinon, on dit que c'est tout changé, c'est tout nouveau, mais on dit toujours les mêmes choses, toujours les mêmes mots. Il faut inventer des mots, il faut dire des conneries parfois. Hein. Je t'inviterai à lire Bachimon qui pense le support numérique. Et qui... Bon, je ne vais pas rentrer dans la pensée de Bachimon, mais il y a une question là-bas. Je vais relayer le propos de Pep, parce qu'effectivement, le cœur des discussions qui ont lieu ce soir ou ce matin chez vous, c'est que nous avons à revenir à l'intentionnalité, c'est-à-dire à la visée de signification. Et ce qui me paraît très intéressant dans les échanges qui viennent d'avoir lieu, c'est que nous apercevons que l'œuvre stabilisée, qu'elle soit sur papier, sur liseuse ou dans une conférence académique, l'œuvre stabilisée ne va pas sans une sorte d'écosystème du sens, un environnement de conversation, de questions préalables ou d'approfondissement instantané, et que l'ensemble des dispositifs construit comme une sorte de feuilletage. Et c'est ce feuilletage qui constitue l'architecte, en réalité, qui n'est pas déposé ici ou là, mais qui crée un ensemble de liens, qui pose une question, puisque la règle étant de poser une question, je la pose quand même, c'est de savoir si ce feuilletage de différentes visées de sens à travers différents modèles de communication peut conduire à l'existence même potentielle d'archilecteurs, ou bien si, indépendamment de la disparition potentielle de l'auteur, nous ne serions pas face à l'évaporation du lecteur qui n'a plus accès qu'à des fragments d'œuvres qui font que même les textes stabilisés apparaissent comme des fragments, comme des moments. Les efforts des éditeurs contemporains pour stabiliser des formes, que ce soit par la validation académique ou par le bouclage d'un texte dans une forme considérée comme définitive, au moins provisoirement, ces efforts sont en fait anéantis par le fait que chacun des lecteurs est un passant qui circule d'une forme à l'autre et qui ne s'arrête pas au moment stabilisé du discours. Donc la stabilisation, elle est interne au CMS ou elle est interne aux procédés éditoriaux, mais elle ne concerne plus le lecteur, puisque le lecteur ne s'arrête pas aux bornes du volume ou aux bornes de l'émission de radio ou aux bornes de l'ensemble de tweets ou de telle ou telle conversation
prise avec d'autres personnes. Donc, je crois que ce qui est très frappant, c'est que si on passe effectivement au niveau de l'intention du vouloir dire, de l'intention de parler, la multiplication des formes anéantit relativement la stabilité que les modèles éditoriaux avaient jusqu'ici prétendu pouvoir donner. Mais c'est par défection du lecteur qui ne peut plus se mettre au niveau, donc, en sorte que s'il peut y avoir des collectifs d'expression, des collectifs d'écriture, je ne sais pas s'il est pensable d'avoir un collectif de lecture. Parce qu'il faut toujours le temps de la conversation, le temps de la pensée, le temps de la mise au point du lexique ou de la signification. Et jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas un collectif pensant qui puisse se substituer à des cerveaux individuels. Mais c'est le danger aussi, encore une fois, du numérique et de l'interactivité. Il y a des entreprises qui travaillent actuellement, on le sait tous, sur des appareils interactifs dans lesquels le livre devient un objet dans lequel on peut naviguer. Bon, on peut aller directement avec un lien dans Wikipédia, dans des encyclopédies, dans des dictionnaires ou dans des vidéos. Donc, quand on parle à mon niveau, en tant qu'éditeur, qui essaye de protéger justement la littérature, bon, j'imagine qu'elle soit académique ou créative, comme on fait. Le danger du numérique, justement, c'est là qu'on parle encore une fois de support, c'est de noyer la littérature dans un paquet de choses là, qui n'ont plus rien à voir avec le côté littéraire. Je veux dire, on va noyer le supposé lecteur. Le supposé lecteur va devenir un auditeur ou encore un... Je veux dire, c'est très dangereux. Il y a un danger à cela, encore une fois, avec le numérique, bien que j'adore le numérique. Mais il y a quand même un danger au niveau de la littérature. On peut noyer le lecteur dans toutes sortes de choses interactives qui vont le débarquer complètement du livre comme tel. Moi, je ne suis pas si inquiète. À Paris, en ce moment, c'est le Salon du Livre qui commence avec la Roumanie qui est invitée. Et c'est un événement qui vit bien à Paris. Simplement, on assiste là, sur les derniers chiffres de publication, à un tout petit tassement. Je crois qu'il y a moins 1,7% d'achats de livres sur l'année, je ne voudrais pas dire de bêtises, 2012. Il faudrait que je vérifie mes chiffres, mais enfin, tout petit tassement. Le livre imprimé en France va bien. Donc, je ne le vois pas comme un danger, je le vois plutôt comme de l'extérieur arrive une possibilité de création différente qui peut amener à revoir l'idée littérature. Parce que vous présentez là finalement une idée très, très particulière de la littérature. Un auteur sur un ouvrage qui est fermé, préparé par un éditeur, c'est une forme possible de la littérature qu'on a appris à reconnaître. C'est une économie, un système. Et on voit bien que l'économie, l'industrie des dispositifs techniques avec les acteurs des boîtes, des machines, puis les acteurs de la connectivité se mettent d'accord pour essayer de proposer une autre vision de ce que pourrait être la littérature, mais aussi la musique, mais aussi la photo. Donc, je crois que c'est plutôt une mise en concurrence de vision, mais avec une vision encore installée, qui a plusieurs siècles d'histoire, qui tient bien la route, qui résiste et qui plutôt incorpore, moi je trouve, les industries émergentes qui se les accaparent, qui proposent d'autres modalités de lecture de ce qu'est la littérature. L'autre mouvement est moins marqué, mais par contre ce qui est très vrai, c'est que dans les modèles éditoriaux, j'ai l'impression que les marques émergentes arrivent bien à structurer des modèles de monétisation pour accéder à un morceau qui serait l'œuvre. Les kiosques, la métaphore du kiosque, par exemple, chez Apple, est très très forte et très marquée, et on voit d'autres acteurs essayer de trouver la même métaphore pour déplacer le monopole. Donc, mais par contre, l'idée de littérature reste la même. Est-ce que je peux poser une question ? Il y a des questions
Oui, je crois, oui. C'est une question pour vous, Monsieur Guy. J'ai oublié votre nom de famille, excusez-moi. Bouliandre. Ça prend une direction un peu différente du reste de la discussion. Je voulais savoir si ça vous arrive de publier des livres uniquement sous format numérique, des livres qui ne seront jamais imprimés, ou alors quand vous signez un auteur, ça inclut automatiquement de publier sous les deux formes. Et ce qui reviendrait peut-être aussi à vous demander l'impression sur demande, c'est quoi exactement? La demande, c'est quoi? Est-ce que vous imprimez en fonction de l'intérêt pour le numérique? En fonction des ventes. En fonction des ventes du Exactement. numérique? On peut vendre, la plupart du temps, les ventes se font à l'unité. Donc, aussitôt qu'on fait une vente, que ce soit dans n'importe quelle boutique, aux États-Unis ou en Europe ou au Canada, comme Amazon, nous, on reçoit la commande. Puis là, il y a un contact qui se fait via Internet avec différents imprimeurs. Puis là, le livre va être imprimé à l'unité. Bon, si on vend plusieurs exemplaires, ça va être en quantité. Mais l'avantage de l'impression à la demande, justement, c'est de pouvoir faire de très petites quantités, ce qui fait en sorte que nous, on diminue nos pertes financières par rapport à cela. Est-ce que donc le livre est imprimé uniquement sous demande et sinon il est numérique toujours? On imprime aussi les livres pour différentes occasions. Comme là, en ce moment, justement, on est au Salon du livre de Paris. Donc, on imprime les livres en conséquence pour des présentations précises. Mais la plupart du temps, les impressions se font suite aux ventes qu'on fait. Et est-ce qu'il y a des livres qui ne sont jamais imprimés? Ils sont tous imprimés. Automatiquement, il y a toujours des impressions des livres qui se font. Mais c'est vrai qu'au départ, lorsqu'on signe un contrat avec un auteur, il est toujours établi qu'on fasse les deux versions du livre, c'est-à-dire sur papier, en utilisant l'impression à la demande et aussi numérique sur les différentes plateformes de vente comme Apple, justement, ou Amazon. Et il y en a plusieurs. Et deux dernières petites choses. Est-ce que les ventes des livres numériques excèdent les ventes du livre papier ou vice-versa? Oui, actuellement, oui. Et est-ce que sur votre tablette, vous vendez, j'imagine que oui, mais je vous demande quand même, vous vendez seulement les livres qui viennent de votre maison d'édition? Non. Nous, ce qu'on a fait, comme je disais tout à l'heure, en début de séance, au début du séminaire, c'est qu'on a voulu mettre sur le marché une liseuse numérique pour promouvoir les œuvres de nos auteurs. Donc, à l'intérieur de la liseuse, on a inclus une centaine de nos livres, mais le client, le lecteur, est toujours libre d'aller télécharger soit gratuitement, parce qu'il existe de nombreux sites où on peut télécharger des livres gratuitement, et il y en a des centaines, ou dans les boutiques acheter des livres. Le client est libre d'aller où il veut et d'installer les livres de son choix dans l'appareil. Il gère son appareil comme il le souhaite réellement. Donc, le client n'est pas attaché à nous en tant que maison d'édition. Merci. Bienvenue. Et est-ce qu'il peut annoter ces livres? Pardon? Est-ce que le lecteur peut annoter ses livres? Pas dans notre liseuse, non. Non. J'ai une question sur... Est-ce que vous prévoyez faire appel à des développeurs pour mettre en place une application qui permettrait à quelqu'un de faire des annotations et de les transposer dans un traitement de texte ou par courriel les envoyer à des camarades? On le souhaite. Disons qu'on a commencé l'année dernière. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on avait sorti une première génération. Là, en très peu de temps, on a passé à la deuxième génération de liseuse qui est déjà améliorée. Elle comporte un écran tactile et plusieurs autres options intéressantes. On n'en est qu'au début de l'aventure. On est, comme je vous disais, la première maison d'édition à mettre sur le marché une liseuse numérique. C'est certain qu'on veut s'améliorer, comme dans tout, que ce soit au milieu, dans le domaine de l'édition de nos livres. Ce sera la même chose pour notre liseuse. On espère, avec le temps, le plus tôt possible, comme d'intégrer le Wi-Fi, par exemple, ou peut-être des applications, comme vous dites, que les gens pourront utiliser pour faire des annotations ou peu importe les fonctionnalités. Donc, on est toujours en processus d'amélioration, mais comme on dit, il faut y aller étape par étape aussi. On ne peut pas tout faire en même temps, surtout qu'il faut le dire, on est une petite maison d'édition. On ne reçoit aucune subvention, donc on travaille très fort à s'améliorer continuellement. Et c'est de l'encre électronique que vous employez? Parce que moi, ça me paraît tout à fait impossible de lire avec un écran rétroéclairé. Ben, c'est ça. Disons que nous, on n'utilise pas l'encre électronique. Puis ça, je vais vous dire, selon mon expérience personnelle avec même la clientèle, avec les lecteurs, si on veut, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. L'encre électronique, elle a ses défauts.
Si vous ouvrez un lecteur de livres numériques à encre électronique comme le Sony ou le Kobo, par exemple, vous allez voir que l'image est terne, ou si vous tournez la page, il y a toujours une microseconde de délai entre les pages. Puis ça dépend du lecteur. Si le lecteur veut, comme on dit au Québec, endurer cela, ben, tant mieux, mais il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors, ensuite, il y a le iPad, la tablette comme l'iPad. Ça, effectivement, au soleil, si vous allez au soleil pour lire, ça va être très difficile. L'iPad, selon moi, c'est un ordinateur. C'est pas une liseuse de livres numériques, c'est un ordinateur portatif avec des centaines d'applications. Nous, on est entre les deux. On n'utilise pas l'encre électronique, c'est un écran DHL, haute résolution, en couleur, mais avec un confort supplémentaire de lecture comparativement au iPad. Avec notre liseuse, bon, on peut lire dans le noir, sans lumière. On peut aussi lire dehors, je ne vous dirai pas au soleil tapant. C'est certain que si on va sous un soleil tapant, là, ça peut être discutable, mais c'est quand même un écran qui est plus confortable que l'iPad. Mais ce n'est pas de l'encre électronique. Et lorsqu'on tourne les pages, ben, il n'y a aucun délai. Ça, c'est très important parce que lorsqu'on lit, la microseconde de délai entre les pages peut devenir très fatigante à la longue pour le lecteur. Je suis désolé, mais on arrive à 14h30 chez nous. Donc la fin était prévue à 13h30. Avec ce petit décalage, on n'avait pas pensé qu'on a déjà changé l'heure et pas vous. Donc je pense qu'on doit quitter la salle et clore la séance. Merci beaucoup aux trois intervenants, Ariane Mayer, Valérie Jeanne Perrier et Guy Bouliane. Merci beaucoup d'être venus. Merci beaucoup de nous avoir présenté ces points de vue si différents à propos des supports. Je vous rappelle que la prochaine séance sera le 18 avril, modèle économique de l'écriture numérique. Merci Marcello. Merci. Merci. Merci beaucoup à toutes les deux, c'était passionnant. Très sage.